Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième partie d'une série de vidéos consacrée à l'automatisation d'un système de filtration de piscine et de l'arrosage du jardin. Aujourd'hui, on va parler du schéma électrique. Donc on commence tout de suite avec notre schéma électrique. Donc je vais agrandir un peu. Qu'est-ce qu'on a en haut à gauche de notre schéma? On a notre disjoncteur EDF, disjoncteur différentiel 300 milliEDF, celui que tout le monde a chez soi, hein. Qui va alimenter évidemment votre tableau de distribution de la maison. En parallèle de ça, on va brancher notre disjoncteur différentiel 30 mA. Ce disjoncteur différentiel 30 mA, il est obligatoire, ça c'est la norme, et question de sécurité, c'est indispensable. Donc ce disjoncteur différentiel, il va alimenter tous les disjoncteurs divisionnaires qui suivent dans le tableau. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Rien de plus, hein, par que il est obligatoire. Voilà. Ensuite, on va avoir le disjoncteur moteur de la pompe cuve. Donc là, je vais rentrer un peu dans les détails. Pourquoi? Parce que ces disjoncteurs moteurs, on le voit là sur le schéma là, ces disjoncteurs moteurs, ils ont été prévus pour être utilisés en industrie, pour alimenter des disjoncteurs en triphasé. En triphasé, donc 3 phases. Et pour qu'ils fonctionnent correctement, ces disjoncteurs, il faut qu'ils soient traversés, justement, ils ont 3 pôles, ils ont 3 bornes. Il faut justement que les 3 bornes soient traversées par du courant. Autrement, votre courant, il va passer, hein, mais si vous voulez, il ne protégera pas au niveau de l'ampérage correctement. Donc, comme nous, on a des moteurs, des pompes, en l'occurrence en monophasé, qu'est-ce qu'on va faire pour justement que ces disjoncteurs-là, ils soient traversés par les 3 pôles? Ce qu'on fait, donc, j'inventerai un, hein, c'est les fabricants qui conseillent de le raccorder comme ça, donc c'est obligatoire. Donc le neutre, on va le brancher à droite. Je sais que ça choque parce que normalement le neutre on le branche toujours à gauche. Le neutre, on va le brancher sur la bande de droite. Ce neutre, tout simplement, il va traverser le disjoncteur. Il va passer par le contacteur. Voilà. Et le contacteur, quand il va être alimenté, il va alimenter le pompe de la cuve. Ensuite, pour la phase. Pour la phase, on va brancher la phase sur le disjoncteur sur la bande de gauche. Sur la bande de gauche, en amont et en aval, on va alimenter justement notre contacteur aussi. Mais par contre, ce qu'on fait, c'est que en dessous du contacteur, sur la borne 1, on va revenir se brancher en haut du disjoncteur sur la borne du milieu, qui va donc après alimenter la bande du milieu du contacteur, KM1, qu'on voit ici, et qui va alimenter notre pompe quand le contacteur sera alimenté. Donc ces disjoncteurs-là, quand je dis qu'ils sont normalement utilisés dans l'industrie, c'est une réalité. Mais par contre, il y a un endroit justement dans la maison où c'est autorisé par la norme d'être utilisé, c'est justement pour les coffrets piscine. Donc voilà. Donc il n'y a rien d'obligatoire à utiliser ces disjoncteurs. Ils sont quand même plus onéreux qu'un disjoncteur classique. Mais ils ont l'avantage de mieux protéger votre installation. Et deuxièmement, ils ne vont pas disjoncter quand votre moteur va se mettre en route. Ce qu'aura plus tendance à faire un disjoncteur classique. Parce qu'il y a vraiment un pic d'intensité au démarrage. Et du coup, en général, les disjoncteurs classiques, ils sautent. Mais bon, voilà, il n'y a rien d'obligatoire. Je vais rapidement réexpliquer comment fonctionne un contacteur de puissance. C'est exactement la même chose qu'un relais, hein. Un contacteur de puissance et relais, ça fonctionne exactement de la même manière. Donc le contacteur de puissance. Le contacteur de puissance, c'est une bobine en fait,
qui, quand elle va être alimentée, quand je dis va être alimentée, c'est que l'automate va lui dire alimente-toi, elle va venir faire coller ces bornes-là. Et à partir de ce moment-là, le courant va passer et va alimenter la pompe. Donc en général, enfin même tout le temps, vous avez donc les bornes, les 3 bornes en haut. Alors là, c'est des contacteurs un peu spécifiques parce que c'est des contacteurs qui sont prévus justement pour les disjoncteurs moteurs. C'est obligatoire de se servir ces contacteurs quand on met des disjoncteurs moteurs. Donc là, vous avez les 3 bornes du haut qui sont alimentées par le disjoncteur. Et on a vu les 3 bornes du bas qui vont réalimenter et le disjoncteur et la pompe. Donc il y a une borne A1, A2 en plus sur ce contacteur. La borne A1, on va la connecter au neutre directement. Et la borne A2, elle va être le retour du contact de notre automate. Donc quand l'automate va dire fonctionne, ça va alimenter la bobine, comme elle sera alimentée par le neutre aussi. Et ces contacts-là, ils vont coller et le courant va passer tout simplement. Voilà, rien de compliqué. Donc on a exactement la même chose pour la pompe de la piscine. Pareil, comme c'est un moteur. Hein. Le surpresseur pour la prise balai de la piscine. Pareil pour la pompe chlore. Pour la pompe pH+, et pour la pompe pH-. Même principe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ensuite, on a un disjoncteur. Donc ça, c'est un disjoncteur classique. Disjoncteur divisionnaire traditionnel. Qui va alimenter un transformateur 220 24 volts. Ce transformateur 220 24 volts, à la sortie en 24 volts, elle va alimenter un disjoncteur qu'on appelle un disjoncteur secondaire du transfo 1. Et celui-là va alimenter le volet d'ouverture et volet fermeture, volet de notre piscine. Donc, évidemment, à la sortie du disjoncteur, on ne va pas se raccorder directement au volet, on va y faire passer aussi par un contacteur, le KA1 et le KA2, pour l'ouverture, un pour l'ouverture et un pour la fermeture. Voilà, tout ce qu'il y a à dire sur l'ouverture et la fermeture du volet. Juste un petit truc, de 3 points essentiels, transfo toujours bien le raccorder à la terre, important pour avoir une tension bien régulée. Et deuxième chose, c'est vraiment important de mettre un disjoncteur primaire et un disjoncteur au secondaire du transfo, donc c'est-à-dire en amont du transfo et en aval du transfo. C'est vraiment important ça. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a encore de nouveau un disjoncteur primaire qui va alimenter un transfo 224 volts qui lui va alimenter le disjoncteur secondaire du transfo. Et ce transfo-là, qu'est-ce qu'il va avoir gage? Il va nous servir à alimenter nos vannes. Donc on va le voir dans le folio d'après. Nos vannes qui sont en 24 volts. Voilà. Pour finir, par rapport à la puissance en 220, on a également un disjoncteur D5 pour l'éclairage de la piscine, pareil avec un contacteur KA3, et un D6 pour notre pompe à chaleur avec le KA4, le contacteur KA4. Voilà. Après, donc, justement on revient rapidement là, donc on voit ici que notre secondaire du transfo, il va en folio 3B. En folio 3B, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve nos vannes. Avec le 0 volt, les 3 vannes. La vanne 3 voies ville-cuve, la vanne 3 voies jardin-piscine et la vanne de remplissage piscine. Donc le 0 volt, il va se brancher directement aux vannes. Et le 24 volts, il va passer par des relais. Donc là, on a juste le relais qui est graphiquement présenté, le contact, je veux dire, le contact du relais.
ça fonctionne exactement comme le contacteur, hein. Au niveau du branchement, il n'y a pas de... C'est exactement la même chose. Mais en gros, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est que quand notre automate va dire à la 23 voies ville cuve, mets-toi en position ville, il va alimenter le relais R15 et donc le contact là va se fermer et le courant va passer ici. Le courant va passer, il va alimenter la vanne sur la position ville et donc l'eau va couler, enfin l'eau de ville, on se servira de l'eau de ville. Pareil pour la cuve, hein, si la cuve est assez pleine, que nos flotteurs sont en position plein, et ben c'est ce relais-là, donc l'automate, il va dire à ce relais-là de se fermer, et celui-là, il sera forcément ouvert. Il va se dire à ce relais-là de fermer, et il va alimenter notre vanne en position cuve. Pareil pour la vanne 3 voies du jardin et de la piscine, pardon. Exactement le même principe. Et pareil pour la vanne de remplissage de la piscine. Donc là, il n'y a qu'un relais, comme il n'y a qu'une position. Hein. Donc quand elle va être alimentée, cette vanne, elle va s'ouvrir, tout simplement. Et on passe par le relais, le R19. Donc là, j'ai pris des vannes 24 volts. Moi, j'aime mieux, j'ai plus l'habitude dans l'industrie, on a l'habitude de travailler avec ça. Il n'y a rien qui interdit de prendre des vannes en 220 volts. Hein. Il n'y a pas de norme à ce niveau-là, donc si vous préférez prendre une vanne en 220 volts, il n'y a pas de problème. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, de nouveau, on a un disjoncteur primaire transfo. Vous voyez, on a pas mal de transfo. Hein. On a pas mal de transfo. Là, c'est le primaire du transfo de commande. Pareil, un transfo 220, 24 volts, celui qu'on a vu dans la première vidéo. Et on a le secondaire du transfo de commande aussi, également. Et pour conclure, au niveau de la puissance, on a aussi un disjoncteur qui alimente notre transfo M4, le transfo de l'automate. Donc, ce transfo de commande, à quoi il va nous servir? D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai dit une bêtise, je suis désolé, c'est sur les contacteurs. Je vous ai dit qu'en A1, A2, on raccordait le neutre et la phase. On peut, hein, évidemment, s'il n'y a pas de souci. Il y a des contacteurs avec des bobines en 220, mais là, en l'occurrence, on va se servir des contacteurs avec des bobines en 24 volts. Donc ça, c'est important aussi. Pourquoi? Eh bien, comme je vous ai dit déjà, le transformateur de commande, il va servir à... c'est une question de sécurité. Comme j'ai dit dans le premier épisode, si par exemple un opérateur qui sert un pupitre de commande, il ne risque pas de choc électrique avec un transfo en 24 volts. Et aussi, parce que quand on va travailler dans l'armoire, on coupe directement le disjoncteur de commande, par exemple. Et du coup, on sait que sur la commande, il n'y a pas de tension. Sur toute la partie commande. Donc il faut bien penser à prendre vos contacteurs et vos relais en 24 volts. Voilà. Donc, on passe à la partie commande de notre install. Qu'est-ce qu'on va avoir en commande? Eh bien, tout simplement, on va avoir le flotteur bas cuve. Donc ça, le contact qu'on voit ici, en fait, c'est le flotteur. Vraiment, pour le coup, c'est le contact qui est à l'intérieur du flotteur. Quand il va être haut, en position haute, votre flotteur, le contact il va se fermer et il va alimenter la bobine du relais 1. Vous voyez? Hop, le relais 1 il va se fermer et le relais va se fermer et du coup ça va alimenter la bobine du relais 1 parce que le 0 volt est branché directement dessus. Et là, le relais 1, comme la bobine elle va se fermer, le contact du relais, eh ben, il va se fermer aussi également en même temps et il va alimenter l'entrée de notre automate. Voilà.
Après, on aura pareil, la même chose pour le flotteur de pompage cuve. La vanne 3 voies, ville-cuve, la position ville. La vanne 3 voies, ville-cuve, position cuve. La vanne 3 voies, jardin-piscine, position jardin. La vanne 3 voies, jardin-piscine, position piscine. Le flotteur du niveau de la piscine. La vanne de la piscine. La fin de course du volet, ouverture volet. La fin de course, fermeture volet. Et là, ça ne veut pas passer à l'autre page, si, c'est bon. Le contact EDF jour-nuit. Donc là, une petite particularité, c'est que si vous avez un abonnement jour-nuit, forcément, vous allez avoir un contacteur qui va être branché derrière pour votre chauffe-eau, par exemple. Là, comment dire, ce contacteur, il va être alimenté en 220 en général. Donc soit, justement, vous changez le contacteur du chauffe-eau et vous mettez un 24 volts, soit vous passez par un autre petit relais intermédiaire pour alimenter le relais 11 qui va servir au contact EDF jour-nuit. Donc on voit bien, là, on reprend l'exemple, hein, par exemple, en général c'est vers 11h du soir. 11h du soir, EDF, il va fermer son contact, le contact qui est dans le compteur EDF. Paf, ça va fermer, ça va alimenter le relais 11, et le relais 11, le contact du relais 11, il va se fermer, et il va dire à notre mat, on est en jour, en heure creuse. Et également aussi un relais pour l'interrupteur à clé jardin et l'interrupteur à clé piscine. Donc pourquoi on met des relais pour tout ce qui est entrée. On pourrait directement rentrer dans l'entrée sans passer par des relais, mais le problème, c'est comme pour les sorties, en fait. S'il y a un pic de tension sur une entrée, vous allez griller les entrées. Que là, le relais, en fait, il fait juste passer, comme on est directement dans l'armoire, il y a peu de risque qu'il y ait une surtension, en fait. Donc c'est vraiment pour protéger l'automate qu'on met des relais. Le relais, ça coûte pas très cher, hein, ça vaut 10 € un relais. Vous allez, je sais pas, sur le site de Radio Spare par exemple, vous prenez un relais Finder de contact, ça vaut 10 balles avec la bobine. Voilà. Ensuite, donc on va avoir notre automate avec ses entrées, mais on a le transfo Cruzel. Le transfo Cruzel qui est alimenté par le disjoncteur qu'on a vu sur le folio 4. Donc pareil, c'est un transfo de 124 volts, on avait vu ça. Et donc, ce transfo-là, qu'est-ce qu'il va alimenter ? Il va alimenter le 24 volts de l'automate et, justement, et c'est là que c'est important, c'est pour ça qu'il faut se servir des relais, c'est que là, en fait, sur les entrées de l'automate, c'est super important ça. Il faut que vous fassiez rentrer, si vous voulez, la même tension que l'alimentation de l'automate. Et c'est un plus, pas le moins. Hein. Là, c'est un transformateur de 120-24 volts continu, alors que les autres, c'était des 24 volts alternatifs. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Donc, en fait, pour qu'une entrée, elle puisse comprendre qu'on lui donne un ordre, en fait, il faut qu'on lui ramène un plus. Voilà. Et ce plus-là, il faut que ça soit le même que l'alimentation. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Par exemple, on prend le relais 12. Le relais 12, on va aller sur la page qui est l'entrée 1. Donc, le relais 12, c'est l'interrupteur à clé jardin. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Je vais tourner donc mon interrupteur à clé jardin. Ici, ça va se fermer. Notre relais 12, il va coller. Et donc, là, le contact ici de notre relais 12, il va se fermer aussi. Et le plus de
notre petite alimentation Cruzel, hein, et ben le courant va passer et hop, cette entrée-là, elle va être activée. Pareil pour le relais 13, qui est, je crois, l'interrupteur à clé piscine, qui est relié. Ah, pardon. Je vais y arriver. Qui est relié à l'entrée 2. Ensuite, le relais 1, le relais 2, le Q1. Donc ça, le Q1, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la première vidéo, j'ai dit qu'on... Comment dire, qu'on mettrait des additifs sur les disjoncteurs de la pompe de la ville, de la pompe de la cuve, pardon, et sur le disjoncteur de la pompe de filtration. C'est les additifs qu'on rajoute sur les disjoncteurs et qui nous permettent de voir si ça a disjoncté ou pas. Ça délivre un contact, hein, tout simplement. Et donc, le Q1, pareil, hein. Donc là, il n'y a pas besoin de relais, hein. On se branche directement sur notre additif. Et lui, il va activer l'entrée I5. Après, on a le R3 qui rentre sur le I6, le R4 sur le I7, le R5 sur le I8. Je vous mets en dessous de la vidéo, hein, le PDF du schéma, comme ça vous pourrez naviguer plus facilement dessus et voir exactement à quoi correspondent le R5, le R6. Ensuite, on a le Q2. Donc le Q2, c'est notre disjoncteur de la pompe de filtration. Ensuite, on a le IB et le IC. Pardon, on a le IB déjà. On va commencer par le IB. Ça, c'est la sonde de température de la piscine qui rentre sur le IB. Donc, il faut le savoir, on ne se raccorde pas n'importe où sur l'automate. En fait, c'est pas toutes des entrées où on peut raccorder une sonde. Je crois que c'est toutes des entrées, tout ou rien. Mais par contre, c'est pas des entrées. Enfin, c'est toutes des entrées, tout ou rien, pardon. Mais par exemple, vous pouvez pas raccorder une sonde sur l'entrée I1. Donc ça, vous regardez bien sur la notice qui est fournie avec l'automate. Il le note, ça. Il y a des petits schémas avec marqué, par exemple, pour l'entrée de 1 à 6, c'est des contacts tout ou rien, des contacts analogiques, numériques, et ainsi de suite. Donc en IC, on a le R7. En ID, le capteur d'humidité. Et en IE, le capteur pH. Et là, après, on a nos deux additifs. IF, IG. Là, on a raccordé le relais 8 et le relais 9. Et en I1, I2, pardon, de notre additif, de notre automate, on a R10, R11. Voilà pour les entrées. Donc après, pour les sorties. Donc là, on revient. Les sorties, c'est ce qui va donc dire, par exemple, à la pompe de fonctionner. Donc, par exemple, pareil, vous avez le même problème en tout cas sur le M4, les deux premières sorties, vous ne vous raccordez pas dessus, c'est des sorties spécifiques. En tout cas, on ne peut pas s'en servir pour ce qu'on fait là. Voilà. Donc, on se branche sur la sortie C2, la sortie 3, pardon. Donc, pourquoi là j'ai mis C2, deux fois C2, parce que là, je l'ai, matérialisé par deux contacts, mais en fait, vous n'avez qu'une bande C2. Et en fait, la bande C2, elle va vous n'aurez qu'une borne C2, et après, vous aurez la bande 3 et la bande 4. En fait, vous allez alimenter la bande C2 avec le 24 volts, et quand la sortie 3 sera alimentée, ça va coller ici. Et là, ainsi de suite. Voilà. Donc, par exemple, qu'est-ce qui se passe là? C'est que là, on va dire, le KM1, c'est
c'est la pompe de la cuve. La pompe de la cuve, par exemple, les flotteurs, on a besoin d'arroser, les flotteurs sont dans la bonne position. Notre automate, c'est l'heure d'arroser. Notre automate, comment dire, il va dire à cette sortie-là, eh ben, mets-toi en marche. Donc là, le contact ici, il va coller et ça va alimenter notre contacteur KM1. Voilà. Donc pareil pour les autres sorties, le R15, le R16, le R17, le R18, le KM2, le KM3, le KM4, donc ainsi de suite. Le KM5, le KM6, le R19, le KA1, le KA2, le KA3, le KA4. Donc je vous rappelle rapidement, c'est que tout ça, c'est ce qu'on retrouve ici, KA3, KA4, c'est tous nos contacteurs. KM5, KM6, KM1. Par exemple, si on prend l'exemple là, du KM1, c'est ce que je disais, si l'automate, il dit mets-toi en marche, tout simplement, la sortie, elle va se mettre normalement fermée, et donc notre contacteur, il va faire coller les contacts ici, et va autoriser la pompe de marcher. Tout simplement. Voilà en gros pour le fonctionnement électrique de notre install. Qu'est-ce que j'ai mis ? Oui, du coup j'ai mis, pour finir un peu, pour vraiment faire un schéma propre. Si vous voulez faire une armoire propre avec des borniers en bas, vous pouvez faire un monté câblé, ce qu'on appelle un monté câblé, c'est-à-dire que vous allez mettre tous vos disjoncteurs, vos disjoncteurs, vos contacteurs, et vous allez mettre des passe-fils, tout raccorder, et venir vous raccorder en bas de l'armoire sur des bornes. Et les câbles, vous allez les brancher directement sur les bornes. Ça fait plus propre que de rentrer et de se brancher directement sous les contacteurs ou sous les relais. Donc là, par exemple, pour la ligne du coffret, j'ai mis du 3G10. En gros, c'est ce qu'il faut pour alimenter le coffret. Après, ça dépend aussi de plein de choses, la distance, la puissance de vos pompes. Il y a pas mal de trucs à prendre en compte. Donc, toutes ces puissances-là, toutes les sections en tout cas, ça dépend vraiment de votre install, de la puissance de tous les matériaux qu'il y a derrière. Donc là, avec les numéros de fil en haut, donc notre phase terre pour le pompe de la cuve en 3G1.5, pour la pompe de la piscine aussi, le surpresseur aussi, la pompe chlore, la pompe pH et la pompe pH- en 3G1.5 également. À chaque fois notre phase terre, toujours bien branché la terre. Le volet de la piscine, donc on tire là directement à 5G1.5 vers le volet. Et puis du coup, alors ça, c'est pas vraiment aux normes. Là, on est aux normes parce qu'on n'a qu'un disjoncteur pour l'ouverture et la fermeture. Mais autrement, vous ne vous servez pas d'un disjoncteur pour un 5G1.5 qui va... Enfin, de 2 disjoncteurs sur un 5G1.5, quoi. Donc là, notre disjoncteur, il alimente le volet, l'ouverture et la fermeture du volet. 0 volts, 24 volts, 0 volts, 24 volts. En 5G1.5 et la terre évidemment raccordée, même si au volet vous n'allez pas la raccorder parce que c'est en 24 volts, à moins qu'il y ait une borne spécifique pour la terre, mais en généralement. Après vous avez la même chose pour l'éclairage de la piscine, la même chose pour la pompe à chaleur. Là on passe à la 23 voies de la ville cuve, donc là un 4G5 suffit, un pour le 0 volts, et un pour le 24 volts. Un fil pour le 24 volts position ville, un fil pour le 24 volts position cuve et un fil pour la terre. Pareil pour le jardin de la piscine et pour la vanne de la piscine, un 3G1.5 suffit. Ensuite, on a le flotteur bas cuve. Donc là, comme on est en 24 volts et qu'on n'a pas de puissance qui vont aller sur ces appareils-là, on peut très bien se servir d'un SYT. SYT, vous savez, c'est le câble gris là, qu'on sert pour l'interphone. Là. Ça ressemble un peu à du fil téléphone. Mais là, on met du 9/10, c'est un câble un peu plus... Enfin, le fil est un peu plus... La section est un peu plus grosse.
Donc là, en général, sur le flotteur, c'est C, le commun et le NO. C et NO. La masse, on la raccorde, même si côté flotteur, on la raccordera pas, mais au moins votre câble il est à la terre. Pareil pour le flotteur, la pompage cuve. Pour la vanne 3 voies, ville cuve. Donc, ça c'est pour les contacts de position. Donc vous allez avoir la borne C, la borne 1, la borne 2. Alors après, ça dépend vraiment des vannes. Mais en gros, quand la vanne 3 voies, elle va être en position ville, ce câble C là, c'est un contact tout simplement. Donc il va renvoyer le courant sur le fil 1 et si on est en position cuve sur le fil 2. Donc là, pareil, 2 paires 9 dixièmes, ça va très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. La masse raccordée. Pareil pour la 23 voies jardin piscine. Et pareil pour... Enfin, avec... là, vous aurez juste les 2 fils branchés, le C et le NO. Et la masse. Après, pour la fin de course du volet. Donc là, pareil. Le commun, l'ouverture, fermeture. Et la masse. Après le contact EDF, les bornes sur les disjoncteurs EDF, c'est la bande C1, C2 si je m'en souviens bien, je suis sûr que c'est ça. La terre, vous n'allez pas raccorder au compteur EDF, mais toujours est-il que vous la raccordez quand même dans l'armoire, toujours, comme ça votre câble il est à la terre. L'interraclé du jardin, l'interraclé de la piscine, et là, on passe au sonde et au capteur. Donc là, le sonde et le capteur, j'ai mis un 3 x 1 carré, 2 x 1 carré, pardon, Lissi. Alors, qu'est-ce que c'est le câble Lissi? C'est le câble à l'extérieur est gris, mais on se sert de ça, pourquoi? Parce qu'en fait, tout autour des fils, il y a une tresse en acier qui va éviter qu'il y ait des parasites. Si par exemple vos câbles ils passent à côté du courant fort, en général on crée des parasites sur le câble du courant faible. Et du coup, en général, ça parasite les données et du coup nos valeurs elles sont pas bonnes. Donc ça, c'est vraiment important d'utiliser ce câble-là. Il est un peu plus cher, mais bon voilà, vos sondes elles vont pas être à 200 mètres de votre coffret, elles sont pas très loin. Mais du coup, ça c'est impératif parce que au moins vos valeurs elles seront toujours correctes. Donc, ce qu'on fait pour que ça fonctionne bien, côté armoire, parce que côté de la sonde, vous allez juste brancher votre fil 1 et votre fil 2, par exemple pour la sonde de température de piscine. Et la tresse justement de votre câble, vous avez une idée de votre câble un peu long, et la tresse, vous allez venir la raccorder à la terre. Ce qui va en fait faire une cage de Faraday autour du câble, et du coup, il ne sera pas victime des perturbations du câble courant fort. Pour le capteur d'humidité, donc là on a besoin de 3 fils, en Lissi aussi, pareil, et pour le capteur de pH, pareil. Donc voilà pour cette vidéo sur le schéma électrique, j'espère que vous aurez tout compris. Il y a peut-être des trucs qu'il faut peut-être que vous voyez plus en détail de votre côté, sur les contacteurs et tout ça, mais sinon j'espère que le reste ça a été à peu près clair. Ce que je fais, c'est que je vous mets le schéma en bas de la vidéo en PDF et je vous mets aussi, parce que si vous voulez faire des schémas propres de vos installations, vous voyez, je vous mets un logiciel qui est gratuit, alors qui ne vaut pas les logiciels pro, comme si Electrical, AutoCAD et tout ça. Mais vous voyez, il fait quand même des trucs plutôt corrects, plutôt sympa, il est gratuit. Il y a une bonne bibliothèque fournisseur dedans qui est inclus dedans, et ça s'appelle Qlectrotech. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo si vous voulez le télécharger. Et je vous donne rendez-vous pour le 3e épisode qui va concerner la présentation du logiciel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie. À bientôt.